Bonjour à tous. Merci encore de rejoindre un nouveau, webinar, que l'on organise. On va le commencer d'ici 1 ou 2 minutes, le temps de laisser, les autres personnes se connecter. Vous êtes relativement nombreux. Quelques points, donc le webinar sera enregistré et on vous enverra, le replay à la suite avec le support, qu'on vous présente aujourd'hui. Et les points un peu, classiques. C'est-à-dire que, si vous voulez, poser des questions, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez utiliser, le chat, et qui vous permet éventuellement aussi de faire des commentaires si jamais il y a un problème de son ou autre. Vous avez sinon aussi l'onglet questions, si vous voulez vraiment être focalisé sur les questions et durant le webinar, on va également poser, quelques sondages, donc dans l'onglet sondages. Donc si vous le souhaitez, vous n'hésitez pas à répondre aux sondages et on va essayer de tenir le timing prévu, c'est-à-dire allez, une quarantaine de minutes pour qu'on puisse avoir tous le temps d'aller déjeuner. Je coupe mon micro 1 minute et on démarre dans 1 minute à peu près. Je vous propose de débuter. On est là pour un webinar qui va donc durer une quarantaine de minutes sur une thématique qui, je pense, peut intéresser pas mal de gens, à savoir comment bien mener son projet d'investissement locatif. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entouré de beaucoup de personnes. Donc ça va être un webinar qu'on espère assez riche. Et donc aujourd'hui, pour m'accompagner sur ce webinar, j'ai le plaisir d'avoir 3 intervenantes. Chose à souligner aussi, d'habitude, j'ai des intervenants sur mes webinars, c'est assez rare, donc je suis content dans l'immobilier. Et donc, on va commencer par se présenter rapidement avant de se lancer dans le vif du sujet. Et donc, je propose à Betty de se présenter. Oui, bonjour, merci beaucoup. Déjà, merci, Flavien, pour votre invitation. Donc très rapidement, donc j'ai une expérience, de 28 ans, comme vous pouvez le voir, donc qui commence effectivement à chiffrer, avec un parcours, en gestion de patrimoine, qui m'a amenée à fonder, mon cabinet d'investissement immobilier en juillet 2020, en plein confinement, qui était finalement une très belle période pour le faire. Bah, merci beaucoup, Betty. Céline, à vous. Bonjour à tous. Moi aussi, je remercie Flavien de nous avoir invités. Et mon expérience brièvement, 20 ans d'expertise dans les métiers de la banque. Et puis, sur la même période, c'est-à-dire en début de confinement, création de ma structure pour m'installer en tant que courtier en financement et en assurance emprunteur. Voilà. Merci. Dorine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme mes deux collègues, merci beaucoup Flavien pour cette invitation. Donc moi, j'ai mon expérience professionnelle dans le métier de l'immobilier, de la finance et du conseil patrimonial. Donc je suis assez complète et j'ai 14 ans, bien sûr, d'expérience professionnelle en agence immobilière spécialisée dans le neuf. Merci à vous. Et donc, pour moi, je suis Flavien, je suis un des 2 cofondateurs d'Hublot. Et donc Hublot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de gestion locative qui facilite le lien entre les différentes parties prenantes, que ce soit le locataire, le bailleur, le prestataire. Et on propose ça en 3 interfaces que vous voyez sur l'écran, dans une logique de proposer un outil beau, intuitif et qui automatise beaucoup de choses. On va commencer.
Et pour commencer, moi, j'aime bien mettre des chiffres, c'est parce que je pense que j'ai bossé dans la banque. Et peut-être pour donner deux, trois éléments sur le sujet d'aujourd'hui. Le premier, c'est que je pense que beaucoup de gens se sont connectés parce que ça traduit quelque chose en France. L'immobilier, c'est un peu le placement favori. On est sur des montants massifs en termes d'investissement, puisqu'on parle en une quarantaine de milliards par an. En sachant que là, l'intérêt, c'est peut-être pour préciser tout de suite, aujourd'hui, on va se focaliser sur une typologie d'investissement immobilier. Donc, pour parler un peu le même langage, quand on parle d'investissement immobilier, il y a toujours deux possibilités. Il y a la possibilité de le faire en dur ou en papier. Donc en dur, ça veut dire acheter concrètement le logement. Ça représente à peu près 13 milliards par an, et c'est un tiers des achats immobiliers classiques. Donc en France, quasiment 33 des achats qui sont réalisés sont le fait dans un objectif d'investissement locatif. Donc on voit que c'est pour ça qu'on a souhaité aborder ce sujet-là. Mais il y a également un autre véhicule qui permet d'investir dans l'immobilier, c'est au travers de tout ce qui va être fonds d'investissement, donc plutôt papier, avec le cas classique de la SCPI, donc la Société civile de placement immobilier, où là encore, on est sur des chiffres assez massifs, puisque sur l'année 2022, on est encore à 10 milliards de collecte. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup apparaître aussi en parallèle, puisqu'il y a beaucoup aussi de nouveaux acteurs qui sont positionnés sur cette approche de créer des véhicules d'investissement collectif. Aujourd'hui, on va essayer de se focaliser vraiment sur l'achat en dur et pas sur la partie papier. Très rapidement, sur les métriques et peut-être aussi la tendance qu'on constate. Donc la rentabilité d'investissement locatif varie, ça j'apprends rien à personne. Elle varie fortement, on est souvent entre 2 et 7 sachant que même derrière ce terme de rentabilité, est-ce qu'on parle de brut ou net? On peut beaucoup en discuter. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui une tendance assez forte, qui a été massivement relayée dans les médias, c'est la montée des taux d'intérêt. On a été pendant des années biberonnés avec une politique monétaire très incitative, avec des taux extrêmement bas d'un point de vue historique. Et là, on revient en fait à une situation beaucoup plus normale, mais qui a des effets assez massifs. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on est dans une zone d'incertitude. On est dans une zone d'incertitude puisqu'en fait, on voit qu'on a un crédit qui devient plus restrictif, qui au début était fait avec le phénomène de taux d'usure qui avait du mal à se recaler, donc qui faisait en sorte que des dossiers. Mais de manière générale, on voit qu'il y a aujourd'hui une politique bancaire plus restrictive, il y a des taux qui augmentent, donc il y a des effets de levier qui sont moins possibles. Et ça a un impact sur les prix de l'immobilier. Et donc dans cette situation, c'est important, je pense, de se reposer des questions un peu essentielles et revenir aux bases. Et ça va être un peu l'objectif de ce webinaire. On va essayer de reprendre le parcours classique d'un investissement locatif et essayer de se voir quelles sont les questions qu'on se pose, qu'on doit se poser. Et c'est pour ça qu'on a le plaisir d'avoir aujourd'hui plusieurs professionnels qui vont apporter leur expertise sur chacun des éléments du parcours. Et la première personne qui va intervenir, c'est Betty, qui va essayer de mentionner peut-être le retour aux bases sur quelles sont les questions qu'on doit se poser quand on commence à réfléchir à un investissement immobilier locatif. Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Flavien, pour ce préambule. Nous avons à peu près 10 bonnes minutes, on va dire, à passer ensemble avant que je passe la main à mes deux partenaires, donc Céline et Dorine. Ce que je souhaite vraiment sur ces 10 minutes, c'est de partager mon regard. Et surtout, essayer de vous donner les clés de réussite d'un investissement immobilier. Alors, nous allons y aller procéder par étapes en se posant effectivement, comme le disait Flavien, des questions. La première, c'est déjà pourquoi? Pourquoi faire un investissement immobilier? En découlera des solutions. Une fois que ces deux points forts seront étudiés, nous pourrons définir les 5 étapes clés d'un investissement pérenne. Et nous finirons par le bien fondé d'un accompagnement par un professionnel, son importance, qui plus est un indépendant. Donc, je vous propose de démarrer. Donc, la première question que vous devez vous poser impérativement, c'est pourquoi? En fait, ça paraît simple comme ça, mais pourquoi avoir envie de faire un investissement immobilier? Alors, tous les objectifs que vous pouvez lire sur cette présentation, forcément, ont un aboutissant qui est l'immobilier. On peut répondre vraiment par l'immobilier à tous ces objectifs. Donc, je vous propose de les reprendre rapidement ensemble.
Pourquoi on aurait envie de le faire? Eh bien, peut-être tout simplement, on a envie de se constituer et développer un patrimoine existant. Donc oui, l'immobilier peut y répondre. Je peux avoir cette envie de transmettre à mes proches. Je peux avoir envie de constituer tout simplement de l'épargne. Je veux créer de la valeur à mon patrimoine, des compléments de revenus, c'est mon objectif principal. Alors aujourd'hui, c'est la bonne journée, on a envie de préparer sa retraite. Effectivement, l'immobilier va répondre à cet objectif et ce besoin. Tout simplement acquérir de l'immobilier parce qu'on aime l'immobilier. Protéger ses proches, donc ça c'est aussi Céline qui va pouvoir nous en parler par le financement, qui est non seulement un effet de levier, mais aussi un grand moyen pour protéger ses proches par l'investissement immobilier. Et puis, alors je l'ai mis en dernier volontairement, parce que c'est souvent un objectif majeur pour les investisseurs, c'est de choisir la dépense de son impôt. Alors je le mets volontairement en dernier, on va voir effectivement pourquoi. Donc, bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, hein, vous pouvez avoir d'autres objectifs, mais en tout cas, les principaux qu'on peut retrouver aujourd'hui, ce sont ceux que vous voyez ici. Et donc, l'immobilier peut vraiment être la réponse à tous ces objectifs. Donc, une fois que nous avons connaissance de vos objectifs, c'est de trouver les solutions. Alors, les solutions, il en existe finalement pas mal. Il n'y en a pas qu'une, il n'y en a pas deux. Il y a toutes celles que vous pouvez voir ici. La complexité, c'est de mettre en adéquation finalement vos souhaits d'investissement, votre capacité à faire avec une solution la plus optimisée possible. Donc finalement, c'est là où mon métier est important, en tout cas pour vous accompagner. Bien sûr, ce que je vous présente là, c'est une approche globale, parce que si c'était aussi simple, vous n'auriez pas besoin de moi. Donc, c'est un peu plus complexe que ça. Il y a uniquement un bilan personnalisé me permettra de vous dire quelle est la solution pour vous. Sans ça, je suis incapable de vous dire ce qui vous correspond. Mais on va reprendre un petit peu cette présentation. On va la prendre sous forme de tendance par rapport à un profil pour pouvoir déjà commencer à s'identifier un petit peu. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe à partir du moment où je paye 4 000 € d'impôts. Quelles sont les ouvertures pour moi pour investir? Alors, vous voyez déjà là, j'ai déjà plusieurs solutions. J'ai le Pinel, j'ai le Pinel Plus, le de Normandie, le Pinel optimisé au déficit foncier. Donc, vous voyez déjà là, j'ai 4 solutions qui s'ouvrent à moi. Ensuite, je paye à peu près 8 000 € d'impôts et plus. Vous avez une nouvelle ouverture avec le Malraux et le Malraux optimisé au déficit foncier. Et puis, vous êtes déjà investisseur. Donc, vous savez effectivement ce que c'est que d'être investisseur. Vous avez des revenus fonciers qui sont positifs, qui vous déclenchent un impôt qui est assez confiscatoire, on va dire. À partir de 8 000 € de positif, eh bien, le déficit foncier sera certainement la solution la plus adéquate. On a également une très forte fiscalité ou tout simplement des pics de revenus. Alors, des pics de revenus, c'est quoi? C'est des stock options. Ça peut être aussi des dividendes. Alors, je le mets avec beaucoup de parenthèses parce que ça s'étudie vraiment de manière très personnalisée. Mais à ce moment-là, le monument historique peut vraiment être la réponse à votre demande. Vous pouvez avoir envie, tout simplement, on l'a vu tout à l'heure, de revenus complémentaires. L'imposition n'est pas votre sujet. Vous avez un effort d'épargne, une capacité à faire, mesurée, ou tout simplement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, vous avez envie d'investir pour la retraite. Là, vous avez 2 autres solutions. Certainement, peut-être, vous en avez entendu parler sur le LMNP, loueur meublé non professionnel, mais il existe aussi quelque chose de très nouveau qui s'appelle le meublé libéré, que je pourrais bien sûr détailler pour ceux qui le souhaitent ultérieurement. Le dernier, j'ai simplement envie de transmettre. J'ai des liquidités, j'ai envie de diversifier mon épargne, peut-être. Je ne souhaite surtout pas de gestion locative, ça peut arriver. Dans ce cas, à ce moment-là, on est sur ce qu'on appelle de la nue propriété. Donc, vous voyez, des solutions, il y en a plusieurs.
Et donc, pour les déterminer, à chacun a un profil différent. C'est vraiment l'étude personnalisée qui nous y amènera. Nous allons passer, une fois que nous nous sommes dit ça, donc nous avons nos objectifs, nous avons la solution qui vous correspond. C'est pas suffisant pour se dire ça y est, mon opération elle est réussie. Pour réussir son opération et créer de la valeur à votre patrimoine, on a vraiment 5 étapes clés pour un investissement pérenne. Alors le premier, vous allez me dire bah oui, enfin c'est bien, mais vous l'avez pas inventé, hein. Et vous avez raison, parce que toute personne faisant de l'immobilier va vous le dire, il y a 3 règles dans l'immobilier, l'emplacement et l'emplacement, les règles majeures. Donc oui, alors je le mets quand même, je le précise dans la création de valeur parce que l'emplacement, on n'a pas tous la même vision. Donc il faut savoir exactement pourquoi on y va, pour quelles raisons on vous amène sur telle ou telle ville. Donc là, vraiment, c'est l'emplacement exclusif fera de votre investissement un immobilier pérenne et résistant. Ensuite, en création de valeur toujours, c'est la qualité de construction et la profondeur des travaux si on est sur de l'ancien restauré. Là, on touche la clé de valorisation pour votre actif immobilier dans le temps. Le troisième point, alors Dorine saura vraiment beaucoup plus l'alimenter que moi, mais la mise en location est un sujet majeur. Alors, ce n'est pas forcément une création de valeur, mais en tout cas, on peut perdre de la valeur si on n'a pas respecté cette règle. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on y attend? Une entrée rapide, une stabilité durable des loyers avec une gestion entièrement déléguée. Donc là, Dorine le précisera tout à l'heure. C'est vraiment un point d'assurance pour l'investisseur pour sa rentabilité. Flavien l'a évoqué tout à l'heure, entre 2 et 7. Alors, c'est vrai que le 7 sur le direct, c'est un petit peu plus compliqué. Mais néanmoins, sans ce point-là, la rentabilité, on ne l'aura pas. Donc, c'est vraiment un sujet extrêmement important dans la position des étapes clés de la réussite de votre investissement. La sécurité, essentielle. Donc, ça peut être un accompagnement juridique et fiscal, donc principalement dans l'ancien restauré, mais même sur le neuf, c'est une garantie aussi du prix forfaitaire ferme et définitif. Alors aujourd'hui, plus que jamais, on le voit avec des coûts de matériaux qui sont un peu chahutés. Il est préférable d'avoir toutes ces garanties. Et après, vous avez toutes les garanties diverses, mais qui sont essentielles aussi pour la réussite de votre projet. Et vous voyez, j'ai mis quand même en dernier l'avantage fiscal adapté, en fait, là, qui ira à l'optimisation de votre projet, donc selon votre situation individuelle, vos objectifs, vos souhaits et vos capacités, mais ce qui feront aussi la création de valeur de votre patrimoine. Voilà, nous avons vu vraiment les essentiels. Alors, je sais que ça va très vite parce qu'on ne souhaite pas non plus prendre trop de temps ce matin. C'est déjà de vous donner les principaux éléments, en tout cas de réussite de votre projet. Donc, comme vous avez pu le voir sur cette présentation, l'immobilier, finalement, est un vaste sujet. On l'a vu avec beaucoup de solutions qui existent, fonction de chacun. L'accompagnement d'un professionnel, j'ai envie de vous dire, qui plus est dans un contexte extrêmement complexe, on ne va pas se cacher, je pense que ça devient vraiment nécessaire et impératif. C'est quoi l'accompagnement d'un professionnel comme d'Excelia Invest? Tout d'abord, on va prendre contact. C'est déjà la base. Ensuite, aujourd'hui, on peut prendre un rendez-vous en physique, mais aussi en visio. Moi, aujourd'hui, j'ai des clients sur toute la France. La visio, on le voit ce matin, le digital, c'est dans l'air du temps. Donc, il est tout à fait possible aujourd'hui de travailler en visio. On va apprendre à se connaître. Et puis ensuite, on va parler stratégie, que vous ayez vraiment une bonne compréhension de votre achat. Et ça, c'est impératif. On va valider le budget. C'est là où Céline peut aussi intervenir à ce moment-là. On va sélectionner et proposer l'appartement, la réservation, jusqu'à l'étape de signature chez le notaire. Et ensuite, c'est un accompagnement à la carte. Notaire, aide à la déclaration d'impôt et tout ce qui va avoir un lien avec votre projet. Donc, l'accompagnement, il est complet. On n'est pas juste à vendre de l'immobilier, on est bien là pour vous accompagner. Ça peut aller jusqu'à l'arbitrage à un moment donné de votre immobilier. Donc, cet accompagnement, je pense qu'il est vraiment impératif et nécessaire aujourd'hui.
Alors, les atouts de travailler avec un indépendant, comme vous avez pu le constater sur cette brève présentation, c'est déjà d'avoir un regard à 360 degrés de l'investissement immobilier. C'est-à-dire qu'on n'est pas monoproduit, monosolution. On est spécialiste. On ne fait que ça, c'est notre métier. Une indépendance, une architecture ouverte avec une réactivité, un accompagnement durable à la carte et une sélection des partenaires. Alors, j'ai vu une question passer. Comment peut-on contrôler la qualité de construction? C'est exactement là. C'est par le choix de ses partenaires, par la connaissance. Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis dans l'immobilier. Avant, j'étais effectivement en gestion de patrimoine, mais dans l'immobilier, c'est aussi d'avoir une bonne connaissance de nos partenaires avec un vécu et de savoir exactement ce qui se passe, notamment sur les livraisons. Étant spécialiste dans mon domaine, je ne peux pas répondre moi-même à toutes les questions qui vont s'entourer, qui vont tourner autour de votre projet. C'est pourquoi je travaille avec des partenaires. Alors, promoteurs, opérateurs, ça, vous l'avez bien compris, ce n'est pas moi qui construis. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi tous les autres partenaires qu'on a pu évoquer tout à l'heure, le notaire, mais aussi, du coup, le financement par le courtier en crédit, la gestion locative. Et c'est exactement ce qu'on vous propose aujourd'hui de vous présenter. On ne va pas pouvoir vous présenter l'ensemble de tous les partenaires et de toutes les solutions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je reste toujours le chef d'orchestre de votre projet d'investissement immobilier. Donc, vous avez un chef d'orchestre qui ensuite va vous proposer à la carte fonction de vos besoins. Voilà, il est temps pour moi de terminer cette présentation et de laisser la main à ma première partenaire, Céline, qui sera ensuite relayée par Dorine. Merci Betty. Donc bonjour à tous de vive voix. Effectivement, là, je vais aborder avec vous la partie accompagnement financier. Et pour démarrer, un petit point sur le contexte qui a déjà été un petit peu abordé déjà par Flavien en introduction, mais quel est le contexte actuel d'un investissement immobilier ? Et surtout le financement de cet investissement. On a un contexte qui est délicat, ça vous le savez, avec la contrainte du taux de l'usure, avec les normes d'endettement HCSF, l'augmentation des taux. Mais du coup, qu'est-ce que le taux de l'usure? Certains peut-être ne le savent pas. Donc le taux de l'usure, c'est le taux effectif moyen pratiqué par les établissements bancaires augmenté d'un tiers. Ce taux de l'usure, ça peut être assimilé à un bouclier de protection. Ce taux d'usure précédemment était calculé sur un trimestre. Donc, il y avait une vraie inertie dans un contexte d'augmentation des taux rapide. Depuis le 1er février, la Banque de France a entendu les professionnels et a revu ce mode de calcul. Et maintenant, depuis le 1er février, le taux d'usure est revu une fois par mois. Autre point délicat du contexte, c'est les normes d'endettement HCSF. Alors, qu'est-ce que c'est ces normes d'endettement? Elles sont fixes, elles sont stables depuis janvier 2021, mais c'est vrai qu'il y a eu une évolution. L'évolution, c'est quoi? C'est sur le taux de l'effort. Taux de l'effort, c'est-à-dire le taux, ce qu'on appelle communément le taux d'endettement. Précédemment, on était plutôt calé sur du 33% et c'était du conseil. Maintenant, c'est une obligation que les banques ont de ne pas vous surendetter, c'est-à-dire pas d'endettement supérieur à 35%. Deuxième point, c'est la durée du crédit. On pouvait aller il y a quelques années encore jusqu'à quasiment 30 ans. Aujourd'hui, le financement, c'est 25 ans maximum en amortissement et on peut allonger éventuellement de 2 ans en différé d'amortissement sur toute la partie. En fait, ça concerne principalement la construction ou l'ancien restauré où vous avez une très grosse part de travaux. Et troisième point du contexte, des normes HCSF, c'est la marge de flexibilité que les banques ont d'accorder des financements au-delà des 35%. Précédemment, cette norme était, ce taux de flexibilité était de 15% des dossiers. Aujourd'hui, les banques ont une marge de 20%.
Et dernier point du contexte, c'est l'augmentation des taux. L'augmentation des taux qui est assez impressionnante, même si on reste finalement dans des normes de taux qui sont tout à fait acceptables. Mais effectivement, si on compare les taux pratiqués à l'été 2021, où on était sur du 20-25 ans à 1,35, été 2022 à 1,80 à peu près, et là on frôle les 3% et ça va continuer à augmenter. Donc l'impact de ces différents points, c'est quoi? C'est la capacité d'emprunt des ménages et des investisseurs qui est fortement réduite. Et dans ce contexte, mon intervention est encore plus utile puisque moi je vais effectivement aller vous chercher un taux, mais je vais pas aller mon accompagnement ne se résume pas à ça. Je vais présenter, orienter votre demande vraiment en fonction de différents éléments qu'on aura définis ensemble. Donc une fois qu'on a fait le point sur le contexte, je vais vous présenter les différentes étapes de mon accompagnement. Donc mon accompagnement mon accompagnement se présente en 7 étapes. 7 étapes où la première, c'est effectivement de faire connaissance, de définir réellement vos objectifs, que vous communiquiez du moins les objectifs que vous avez définis avec Betty notamment. Et c'est aussi faire le point sur quelles sont vos charges, quelles sont vos ressources et calculer en fonction de tous ces éléments-là un montant maximum de financement et un montant maximum de projet entre effectivement la partie financée et la partie apport. Mon métier est d'apporter du conseil en amont et je suis, on peut m'assimiler à un facilitateur de l'investissement immobilier. Donc une fois qu'on a défini l'enveloppe du projet, que le calcul a été fait, que vous savez sur quoi vous engagez, Betty reprend la main, vous propose le bien qui est adapté à l'opération et puis ensuite une fois que le bien a été choisi, je reprends la main et là c'est tout le travail de l'ombre qui commence. Alors je vois qu'il y a ma connexion vidéo qui saute de temps en temps, je suis désolée. Donc le travail de l'ombre commence, c'est toute la partie qui demande beaucoup de temps et d'énergie, qui est la partie constitution de dossier, optimisation du montage, analyse, présentation en banque et analyse aussi des propositions bancaires. C'est à ce moment-là ensuite que je reviens vers vous. Je reviens vers vous avec les différentes propositions. Je vous aide à choisir et puis ensuite on revient une fois que les offres ont été émises. C'est de nouveau Betty qui reprend la main pour aller avec vous chez le notaire. Et revenir sur la partie plus concrète, on va dire, de l'investissement. La solution les gains plutôt, de passer par un accompagnement quasiment clé en main, c'est que ça vous permet dans un premier temps déjà d'optimiser l'enveloppe, d'optimiser vraiment votre budget, puisque j'aurais été à même, par une première analyse, de définir l'enveloppe globale de votre projet et du coup peut-être d'aller sur un projet un peu plus important, puisque tout aura été optimisé. Mon accompagnement vous permet aussi de gagner beaucoup de temps en termes de délai administratif, puisque je gère toute cette partie-là, le fameux travail de l'ombre. Et puis, les partenariats que moi j'ai pu nouer avec différents partenaires, que ce soit des banques, des assureurs, des professionnels de l'immobilier, me permettent aussi de vous trouver une solution vraiment sur mesure, que ce soit en termes de financement proprement parlé, en termes de type de financement, amortissable in fine, prêt relais, prêt personnel, prêt hypothécaire ou autre. Il y a plein de spécificités. Et ensuite, effectivement, puisqu'on a pu optimiser à la fois la prise de décision, puisqu'on a optimisé d'abord l'enveloppe du projet, ensuite les délais et la prise de décision et la présentation en banque et toutes les étapes, il y a quand même peu de risques qu'une fois que vous vous êtes pré-engagé, que le projet n'aille pas au bout. Donc cet accompagnement de chaque étape vous permet de gagner effectivement financièrement, puisque la négociation est faite, mais surtout en temps et en sérénité.
Donc, une fois qu'on est arrivé à la partie, qu'on a terminé la partie financière, que vous êtes allé chez le notaire, reste une dernière étape, c'est la mise en location du bien. Et donc là, je vais passer la main à Dorine, qui est, elle, experte sur la gestion locative. Voilà. On a juste avant que Dorine intervienne, on a une question d'une personne qui dit qu'elle vit en dehors de France et qu'elle souhaite obtenir elle demande déjà, est-ce que je peux obtenir un crédit pour un investissement immobilier locatif en France? Et si oui, est-ce qu'il y a un écart important sur le taux d'intérêt? Alors oui, c'est délicat. Ça dépend vraiment beaucoup du contexte. Est-ce que la personne vit à l'étranger, mais est fiscalement rattachée à la France? Est-ce que c'est une forme d'expatriation? Est-ce que la personne a la nationalité française? Il y a tout un contexte. Donc, si les conditions sont réunies, oui, on pourra trouver un financement et il n'y aura pas de différence de taux. Par contre, effectivement, il y a tout un contexte particulier à définir par avance. Okay. Donc, je n'ai pas une réponse oui ou non. Je suis désolée. Non, pas de souci. Dorine? Merci Céline. Donc, voilà, vous avez fait le financement avec Céline et Betty vous adresse à moi pour la gestion de votre bien. Donc, en fait, à aujourd'hui, la gestion de son bien confiée à un professionnel, on va avoir la première chose, c'est la connaissance du marché immobilier, la chronologie des étapes de location et bien sûr cette force de communication qui va permettre de booster cette location. Après, le gestionnaire, lui, respecte les lois et les réglementations. Ensuite, pour avoir une offre très intéressante, il faut quand même qu'il y ait plusieurs compétences vis-à-vis de la location, de la gestion, du syndic et de la transaction. Les différentes assurances qui vont être importantes pour venir sécuriser votre investissement. Et bien entendu, tout cet ensemble sera la pérennisation de votre patrimoine. Donc, à aujourd'hui, gérer un bien, quand on en passe par un professionnel, c'est pour garder son énergie et avoir la connaissance de ce marché. Donc, on a un intérêt par rapport à cet investissement puisque nous, on va regarder plusieurs expertises. On va être vraiment très, très pointu. Et les différents métiers à aujourd'hui, ce qui est important, c'est que ces métiers, louer, gérer, garantir, vendre et s'occuper du syndic, ce sont quand même des activités complémentaires qui nous permettent d'avoir une vraie vision du marché immobilier et surtout de la conservation et l'entretien de votre patrimoine. On va pouvoir savoir dans le temps et anticiper la plupart des situations. Ce qui est important quand on fait un investissement, comme le disait Betty, oui, c'est la location. La location, c'est ce qui va faire tout l'investissement et surtout une location rapide. Pour nous permettre d'avoir une location rapide, on va avoir cette connaissance du marché. Alors Betty le disait, l'emplacement. Donc oui, l'emplacement est important. Il faut savoir que la connaissance du marché, on va voir les différents emplois, on va voir les infrastructures, on va voir la courbe démographique, on va voir quelles personnes seront là pour louer l'appartement, quelles demandes nous allons avoir. Ensuite, on aura la communication. La communication est très importante. Aujourd'hui, elle se fait la plupart du temps sur des sites Internet qui sont relayés et puis après sur aussi des sites du gestionnaire. Les différentes expertises, les gestionnaires ont des personnes qui sont dédiées à l'analyse du marché locatif. C'est-à-dire que ces personnes vont pouvoir dire le prix d'un loyer pour un T2, pour un T3, pour un T4, qu'il soit sur Paris, qu'il soit sur la Côte d'Azur. Ça permet vraiment d'avoir ce point et de savoir l'appréciation qu'on va pouvoir donner pour le bien au niveau de la location. Et puis après, la mise en valeur du bien, les différentes mises en valeur qu'on a aujourd'hui, c'est tout ce qui va être les visites virtuelles, les différents aménagements. On a des possibilités sur des photos de mettre des filtres pour permettre aux candidats locataires de se projeter avec un ameublement du bien. Après, il y aura aussi le pack meublé. Si Betty vous conseille d'investir dans un
un investissement en location meublée non professionnelle, on peut aussi directement communiquer avec un pack meublé pour encore plus emmener le locataire. Donc ça, c'est vraiment des points qui vont venir assurer un succès locatif. Ensuite, par rapport, je bouge mon petit slide, voilà. Donc, gérer, garantir, ces deux métiers vont ensemble, puisque gérer, ça va être tous les actes de la gestion courante. Ce qu'on appelle acte de gestion courante, c'est l'appel des loyers, la régularisation des charges, les différents règlements, la relation qu'on va avoir le locataire, le suivi technique et l'entretien de l'appartement qui nous incombe aussi, puisque c'est ça aussi qui fait partie de la pérennisation de votre patrimoine. Et après, tout ce qui va être les aides pour les déclarations fiscales, puisque c'est nous qui avons la comptabilité de l'appartement et du coup, nous pouvons établir ce document. La partie sécuriser l'investissement, là, on va plutôt parler de toutes les assurances et garanties que vous pouvez avoir pour venir vous sécuriser. Donc, bien entendu, l'imparable garantie loyer impayé qui est fortement recommandée. Cette garantie, comme son nom l'indique, permet tout simplement de venir vous indemniser en cas de défaillance du locataire. Après, l'assurance qui va être obligatoire, c'est l'assurance propriétaire non occupant, qui, elle, va venir vous indemniser en cas de souci sur l'appartement, au niveau meubles, au niveau cuisine équipée, et s'il y avait un incendie, par exemple, ça peut être le cas. Et puis après, on peut avoir d'autres garanties, la garantie protection effort d'épargne ou la garantie revente, qui, elles, sont des garanties qui sont proposées. Ce qu'il faut vraiment retenir de ces garanties, c'est que lorsque vous passez par un gestionnaire, un professionnel, en fait, on a déjà pas mal d'assurances avec qui nous travaillons et ça nous permet d'avoir des garanties complètes. Alors, le taux, certes, est important, mais comme le disait Céline, il n'y a pas que le taux. Il y a aussi les conditions et il y a aussi les plafonds pour lesquels vous allez être indemnisé. Donc, c'est vraiment un ensemble. Et pérenniser l'investissement, c'est vraiment venir dans le temps, puisqu'on va être dans le temps sur l'investissement locatif. Donc, ça va être vraiment de garder le bien avec un état de location convenable. Et puis aussi, pour vous, le fait de confier à un gestionnaire, ça permet que vous gagnez du temps, que vous vous détachiez de la relation avec le locataire. Cette relation avec le locataire, parfois, peut être un petit peu compliquée. Et du coup, c'est notre métier de la gérer. Le fait aussi de confier son bien, c'est de mettre la responsabilité professionnelle, puisque nous sommes obligés de respecter les lois et d'appliquer tout ce qui va être de la réglementation. Et puis, pour Betty, elle, quand elle nous confie un de ses clients, ça lui permet d'avoir un suivi régulier pour son client, d'être informée au fur et à mesure de l'investissement. Donc, elle centralise les informations. Donc, voilà par rapport à notre gestion et ce que nous pouvons faire pour les investissements locatifs. Je vous laisse la main. Merci beaucoup. Sur cette dernière partie, l'idée, c'était de parler un peu plus outils, mais j'ai volontairement positionné ça en toute fin, parce que je pense que les différentes interventions ont montré l'importance de réfléchir en processus et par étapes à son projet. En fait, un projet d'investissement locatif, en fait, c'est plusieurs questions et plusieurs étapes. Et l'outil doit être un des éléments, mais un seul des éléments. Et une des problématiques qu'on a aujourd'hui dans les outils, qui peuvent être outils utilisés par votre professionnel qui vous accompagne ou outils que vous pouvez utiliser si jamais vous décidez de gérer par vous-même, c'est d'avoir notamment des outils un peu plus modernes. Ce qu'on constate aujourd'hui dans l'immobilier, comme d'autres secteurs parfois traditionnels, c'est que les outils n'ont pas été conçus basés sur le besoin utilisateur. Ça veut dire quoi de dire ça? Ça veut dire que ça va être des outils qui sont par exemple pas intuitifs, pas automatisables ou faiblement automatisables. Et un des enjeux qu'on a aujourd'hui quand on raisonne outils de la gestion locative, c'est qu'on veut avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on veut avoir un outil puissant qui reprend des fonctionnalités métiers très fortes, notamment pouvoir facturer, pouvoir faire des états des lieux, pouvoir faire remonter des incidents, mais que ces fonctionnalités métiers, donc cette compétence, soient en même temps très agréables. Un tout petit peu comme avec Netflix, où en fait, je peux lancer un film en quelques clics. L'idée, c'est d'arriver à proposer ce genre d'éléments.
Pourquoi on fait ça? C'est pas uniquement parce que c'est sympa, c'est qu'on s'aperçoit qu'en ayant des outils adaptés, et j'insiste beaucoup toujours sur la notion d'outils adaptés aussi à un processus voulu, bah, ça permet de gagner du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que, ça paraît bête, mais un outil qui automatiquement calcule, la revalorisation du loyer, un outil qui automatiquement pré-remplit un contrat de bail et l'envoie pour signature électronique, bah, ça fait gagner du temps et ça fait gagner du temps à tout le monde. Ça fait gagner du temps vis-à-vis du gestionnaire qui peut passer des choses sur lesquelles il y a besoin d'un être humain. Ça fait gagner du temps également pour le locataire. Et ça, c'est un point important qu'on parfois on a mis de côté. Quand on est propriétaire et qu'on loue, bah, il y a un locataire derrière et je pense qu'on a tous été un peu locataires. Et moi, je ne comprends pas quand il y a trop de papiers ou que ça ne va pas assez vite. Donc pour moi, c'est un des critères aussi dans le choix de mon logement. Deuxièmement, c'est un gain d'argent et en particulier gain d'argent sur le temps passé, mais aussi éventuellement sur la gestion du pré-contentieux. C'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné durant, mais qui est notamment une des grands avantages de passer par un professionnel pour sa gestion, c'est d'avoir quelqu'un qui arrive à détecter rapidement les impayés et les gérer. Et donc, il y a un enjeu aussi d'utiliser des outils modernes pour automatiser et aller plus vite sur des actions. Et il y a un gain d'efficacité, c'est-à-dire pouvoir faire des actions beaucoup plus rapides et aussi, comme l'a mentionné Dorine, on voit qu'aujourd'hui, il y a des enjeux de diffusion, il y a des enjeux quasiment de marketing quand on commercialise. Bah, le fait d'avoir un logiciel qui gère les médias du différent logement, qui, quand on réalise un état des lieux, peut récupérer les photos précédentes et pouvoir faire des points de comparaison en automatique, ça fait partie des enjeux assez majeurs. On a essayé de synthétiser un des cas, et je remercie Betty, Dorine et Céline, sur une mise en situation qui avait été réalisée au travers des différentes expériences professionnelles. Est-ce que Betty, vous voulez peut-être en parler un tout petit peu plus de ce cas-là? Ah, je crois que votre micro est coupé ou ne fonctionne pas. Ah. Bon, le temps que Betty retrouve, je peux commencer. Donc, l'idée, c'était de présenter un tout petit peu un cas qui n'est pas forcément caricatural, mais qui symbolise un des cas possibles qu'on peut constater et comment on fait le lien avec tous les éléments. On peut prendre le cas en fait, d'un couple sur lequel une personne est cadre de la fonction publique. Ça y est, Avec, j'ai retrouvé mon micro. Ah, c'est bon. Ouais. Excusez-moi. Betty, je vous laisse. Oui, donc voilà, donc mise en situation pour voir enfin, là, c'est un exemple, hein, on pourrait en prendre plein d'autres, mais qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps. Donc, c'était aussi de vous le mettre ici pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc là, on va partir sur Paul, qui est cadre de la fonction publique. Donc voilà, a priori, une situation très stable. 42 ans, mariée à Sophie. Donc Sophie qui est infirmière libérale. Donc on sait aujourd'hui effectivement les infirmières libérales du travail, elles en ont peut-être plus que pas assez. Donc pareil, une stabilité en tout cas en termes de revenus. 40 ans, 3 enfants. Revenus sur 2021, monsieur 45 000, madame 41 000. Bon, voilà, on est sur deux revenus assez équivalents. Monsieur a une augmentation de salaire en juin 2022. Donc, vous voyez, c'est vraiment récent, c'est un cas très récent, de 400 € par mois. Donc, une forte augmentation de revenus, sachant qu'on se le redit, mais il est dans la fonction publique. Ils ont une imposition d'environ 9 500 €. Donc, déjà, l'objectif qu'ils avaient, c'était le premier qu'ils ont soumis, en tout cas, c'était je veux utiliser mon impôt dans le développement de mon patrimoine immobilier. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Objectif, je veux choisir où je mets mon impôt. Ben, c'est exactement ce cas-là. Et la capacité à faire, donc tous les mois, était de 600 €. Donc, d'épargne. L'endettement avant projet, très convenable, hein, 22%. Donc, on se dit, là, on peut y aller. Préconisation, vous voyez que je vous disais tout à l'heure, des solutions, il y en a plusieurs. Là, on était soit sur un Malraux, soit sur un Pinel. Le choix retenu a été plutôt le Pinel, plutôt lié à l'effort d'épargne, à la capacité à faire. Donc, un Pinel T2 sur l'aval à 200 000 € frais inclus. Eh bien, sur cette situation, refus de financement par la banque du client qui me dit « je veux d'abord voir ma banque ».
pas de souci. Je le laisse faire. Il va voir sa banque refus. Pourquoi? Parce que sa banque ne considère pas l'augmentation de monsieur, alors que pourtant, on est sûr qu'il va la maintenir, qu'il va la conserver. Il est dans la fonction publique. Donc, résultat, endettement trop important, la banque ne financera pas. Donc, dans ce cas-là, j'ai transmis mon dossier à Céline, donc ma partenaire, pour le courtage, et en lui expliquant un peu les faits, de lui dire, est-ce que tu peux nous trouver une solution pour notre client qui veut absolument faire son projet. Clairement, avec les 400 €, ça passe largement. On a un endettement qui est tout à fait convenable, un reste à vivre qui est large, mais malgré tout, ça ne passe pas. Donc, Céline, est-ce que tu as une solution à apporter à mon client? Eh bien, effectivement, comme vous venez de le voir, toutes les banques n'ont pas les mêmes principes et n'ont pas la même façon d'étudier un dossier d'investissement. La banque de monsieur n'a pas voulu intégrer cette évolution de rémunération. Donc moi, j'ai reposé les choses avec effectivement un couple avec deux personnes qui ont des situations professionnelles et des contextes très différents. Donc j'ai simplement envoyé les dossiers dans différents établissements bancaires en ciblant. Parce que justement, ma connaissance de mes partenaires me permet vraiment d'orienter le dossier en fonction de l'appétence des banques à suivre tel type de clientèle, tel type d'investissement, tel type de dossier, d'aller jusqu'à un tel point de taux d'endettement ou autre. Donc, en fonction de ces éléments-là, j'ai orienté le dossier qui était vraiment de qualité, et j'ai mis en avant effectivement l'augmentation de salaire de Paul, qui effectivement dans les premiers mois sur les bulletins de salaire était présent plus comme une prime puisque c'était une nouvelle mission qui ensuite a été validée en poste. Donc j'ai fini par obtenir, en orientant justement le dossier et en mettant en avant par ma connaissance tous les points forts de ce dossier-là, j'ai obtenu un financement avec un taux en plus largement dans les normes du marché, même bien inférieur. Donc une fois que j'ai obtenu ce financement-là, j'ai redonné la main à Betty qui a finalisé l'opération d'investissement. Merci beaucoup. On a voulu volontairement présenter ce cas-là pour bien expliciter que quand on parlait d'accompagnement, on voit que même sur des cas qui semblent à peu près traditionnels, enfin on va dire classiques, c'est-à-dire fonction publique et profession bien connue, on s'aperçoit qu'en fait le traitement peut être un peu plus complexe. Et surtout là, ce que ça traduit pas, c'est pas seulement que la personne l'a obtenu à la fin, c'est que si elle avait dû le faire, le temps passé était très important. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime, c'est la charge mentale qui peuvent être associées, surtout dans un investissement locatif. Je pense que c'est important d'essayer de faire en sorte que ça ne devienne pas non plus pénible mentalement. On arrive au bout. L'idée, c'est peut-être de faire un petit point assez rapide de conclusion. Premier élément, je pense qu'on l'a assez mentionné, mais quand vous faites un investissement immobilier, donc surtout investissement locatif, il faut que ce soit dans une approche globale. Donc, c'est-à-dire pas partir tout de suite en disant je veux faire une opération fiscale, parce que je pense que ce serait la mauvaise approche. Et ensuite, d'avoir bien conscience des différents éléments. C'est-à-dire, est-ce que je vais emprunter avec? Est-ce que je vais le gérer? Ou est-ce que je le souhaite? Et donc, on a mentionné, je pense, plein de fois que l'emplacement était indispensable, qu'il fallait bien comprendre quel était l'objectif à la fin de cet investissement. On a vu avec Céline que la gestion était particulier. Il y avait Yacine qui avait mentionné sur le fait est-ce qu'on peut avoir le meilleur taux ou autre. En fait, c'est juste très complexe. C'est que le courtier peut aider à obtenir, le courtier peut aider aussi à avoir le meilleur taux, mais surtout, il apporte une expertise. Et souvent, ça peut être un petit peu compliqué. Et dans la gestion, je pense que là, on s'aperçoit assez vite qu'en particulier, si on est à distance, moi, j'ai vécu un peu à l'étranger. J'ai eu beaucoup d'amis qui ont essayé d'investir. Et honnêtement, j'ai vu les problématiques qu'ils ont eues, qui sont de ne pas avoir posé les questions qu'on a mentionnées durant ce webinaire. C'est-à-dire au début, de ne pas avoir réfléchi à la fiscalité. Je peux vous dire que quand on est à l'étranger, c'est un enjeu. De ne pas avoir compris les enjeux de financement
Et comme l'a dit Céline, avec une des questions qui avait été, c'est de savoir est-ce que la personne, elle est expatriée, quelle est sa situation fiscale, quelle est sa nationalité, ça peut jouer beaucoup. Et ensuite, la gestion, c'est qu'on s'aperçoit qu'on oublie que même si on a le meilleur bien et le meilleur locataire du monde, bah, si la chaudière tombe en panne et que je suis à 10 000 km, bah, faut que ça se passe bien et il faut que j'ai confiance dans la personne qui le gère. Et donc aussi, souvent quand quelqu'un et qu'on voit des vidéos YouTube où on mentionne qu'il peut y avoir un rendement mirifique, on oublie qu'en fait, quand on parle de la rentabilité, bah, il y a les 3 aspects qu'on a mentionnés. C'est-à-dire bien choisir, sous-entendu aussi bien choisir en fonction de son objectif patrimonial. Deuxièmement, ne pas oublier que l'immobilier, ça plaît aux Français parce qu'aussi c'est un des seuls actifs où il y a une possibilité d'effet de levier important. C'est plus compliqué d'acheter des actions avec un emprunt bancaire. C'est possible d'acheter de l'immobilier avec un emprunt. Et donc, le financement est très important et ça joue là-dessus. Et troisième élément, comme l'a dit très justement Betty, la gestion, ce n'est pas tant que ça nous fait gagner de l'argent, mais que ça évite d'en perdre. Et je peux vous assurer que si vous connaissez une personne qui a vécu un impayé, il va vous dire qu'il était bien content de s'appuyer sur quelqu'un, puisqu'il suffit d'avoir un problème pour comprendre l'importance d'un professionnel. Exactement comme une assurance. Pendant longtemps, on imagine qu'une assurance ne sert à rien, sauf au moment où on a un des éléments. Et ça, c'est très important, puisqu'en fait, en négligeant, en oubliant de se poser ces questions-là, ça peut devenir un véritable gouffre financier. Et ça, c'est quand même un problème assez majeur. On avait aussi, durant le webinaire, j'en profite un tout petit peu, posé 2-3 questions. C'est assez intéressant, c'est qu'on avait aujourd'hui un public qui était assez mixte, c'est-à-dire que, bon, en l'occurrence, un peu plus de la moitié avait déjà réalisé un investissement, mais pas tout le monde. À peu près, un peu moins de la moitié avait donc déjà passé par un courtier, ce qui, je pense, reflète finalement à peu près la population française. Par contre, on voit que les gens n'utilisaient pas du tout de logiciels de gestion locative. Donc, ça peut s'expliquer aussi par le fait que quand on passe par un gestionnaire, bah, ce n'est pas forcément soi-même qu'on utilise un outil. Et sur les rendements, on voit qu'on est chez des gens qui sont très ambitieux, puisque l'objectif de rendement, de rentabilité, il est supérieur à 6%. Et ça, j'insiste aussi pas mal sur faire bien attention à quel est l'objectif de rentabilité, puisqu'on oublie aussi un tout petit peu que l'immobilier reste un actif financier et que si je choisis un bien qui est hyper bien situé, qui a un très faible risque de décote, sur lequel il y a un entretien qui est très bien fait, ça sous-entend que ce coussin de sécurité, je ne peux pas demander une rentabilité trop forte. Et souvent, ce qu'on oublie, et qui est pourtant une base souvent des actifs financiers, c'est qui dit grande rentabilité, dit grande volatilité, c'est-à-dire il y a un lien très fort entre le montant de la rentabilité attendue. Plus elle est élevée, plus la variation peut être importante. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, par exemple, quand je vise un rendement financier à plus 10%, la réalité, c'est que ça peut faire plus 20 ou 0, alors qu'un actif qui, par exemple, fait 3%, il varierait peut-être entre 2 et 4%. Donc, bien avoir en tête aussi sur le fait que, certes, je peux trouver une zone isolée sur laquelle je peux avoir des rendements bruts à 10 ou 12%, sauf que la réalité, c'est que je peux me retrouver avec une problématique de commercialisation où souvent, ça va être une zone avec un impayé fort, ou si j'ai obtenu une telle décote, c'est peut-être que le bien a des besoins d'investissement assez importants, donc avoir bien ça en tête. On arrive au bout de ce webinaire. On vous enverra bien évidemment le support. Vous retrouvez nos éléments de contact. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, poser des questions. J'insiste aussi sur le fait que vous pouvez nous envoyer en direct des suggestions de webinaires, puisqu'en fait, l'objectif systématique de ces événements en ligne, c'est d'essayer de vous proposer des choses qui vous intéressent. Donc, si vous avez des questions que vous trouvez qui ne sont pas traitées, qui peuvent être très techniques, beaucoup plus génériques, vous n'hésitez vraiment pas. Et également, plus que preneur de retour sur la qualité, sur des choses en disant ça a été trop long, c'était pas intéressant. Tous les retours sont plus qu'appréciés là-dessus. Donc, n'hésitez pas et merci encore. Et on vous enverra donc à tous les participants le support et vous aurez accès au replay.
Je vous propose de vous laisser 1 ou 2 minutes si éventuellement vous avez des questions. Sinon, je coupe le webinar. J'en profite pour regarder un tout petit peu les sondages. On doit avoir des gens de notre connaissance parce que les sondages disent plutôt que le format de présentation leur a plu. Donc c'est bien. Je pense que j'ai peut-être des gens de ma famille qui se sont connectés au webinar. En fait, il n'y a que notre famille. Bah oui, c'est pas grave. Non, c'est une plaisanterie. Moi, quand j'étais à l'école et que je me présentais en tant que délégué, j'ai toujours voté pour moi. Hein. Donc moi, il n'y a pas Absolument. de sur ce Promis, partage des votes, moi, je votais toujours pour moi. Donc je demande promis, on n'a pas systématiquement la même participé au chose. sondage. En tout cas, merci beaucoup Flavien de nous avoir permis de présenter nos activités aujourd'hui. Et effectivement, en espérant que le format est plu, même si c'est rapide, on a toujours, nous sommes des passionnés, donc nous avons toujours beaucoup de choses à raconter. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter à l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Et on n'avait effectivement. pas fait... Pardon. Non, vas-y, c'est... Je disais juste merci à Flavien de nous avoir permis effectivement de pouvoir intervenir et de présenter un petit peu nos activités respectives et surtout la complémentarité. Et merci à mes 2 consoeurs pour le partage. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Et on n'avait pas fait exprès d'organiser ça le jour de la grève, pour être honnête, même si comme quoi l'immobilier peut être des éléments. Et d'ailleurs, j'ai eu des gens qui ont réagi assez vivement sur cette thématique en opposant une approche de rentier vis-à-vis du salariat. Mais ce n'était pas volontaire d'avoir organisé concomitamment à cette journée de grève. En tout cas, merci beaucoup. Merci vraiment à tous ceux de participer. Merci encore à Céline, Betty et Dorine Merci à vous. de participer. Et je vous souhaite une très belle journée et surtout un très bon appétit. À bientôt. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.